donc, la partie ouest est disposée d'un édifice particulier permettant un sas. Ce sas, c'est un portail qui a été un petit peu particulièrement maltraité par les historiens d'art, souvent de la Renaissance ou de l'Antiquité, considérant le Moyen-Âge comme une période abominable. Nous sommes des médiévistes, on adore ça, et l'art roman et l'art gothique. Ce bâtiment est particulièrement important puisque 1180, c'est le début du chantier, 1230, c'est la fin. 1230 à 1180, c'est 50 ans de travaux. 50 ans de travaux dans lesquels on innove, on utilise des techniques qui sont mises en place, notamment à Paris. Les pierres venant de Paris ne viennent pas isolément, elles viennent également avec l'artisanat spécialisé. Et donc on fait bénéficier ici, à Preuilly, à 100 km de Paris, de techniques que vous allez avoir du mal à retrouver sur les autres églises locales. Vous allez trouver des matériaux probablement très proches de lacustre, de choses comme ça, mais très peu en relation directe avec ces innovations. À Preuilly, on innove. Et on innove tellement que pendant la durée du chantier, on modifie les projets d'aménagement. La nef, c'est la partie faite en dernier. On commence par l'ouest, le sanctuaire, le chœur, et on progresse en direction de l'ouest. Le chœur est donc la partie la plus ancienne sur laquelle se met en place le bâtiment. Mais je dis ça, mais personne n'a réagi. C'est quand même extraordinaire. Les moines arrivent en 1118, 12. Qu'est-ce qu'ils font entre 1118 et 1180? Ils se tournent les pouces? Non. Nous ne savons en fait rien du premier monastère qui a été construit. Il y a eu une première église avant celle-ci. Et celle-là, eh bien, on va essayer de la retrouver. On va essayer de la comprendre. Affaire à suivre. Voilà encore un travail amené ici. L'église, je commence par le chœur, on renouvelle, on reconstruit. Est-ce que c'est sur l'emplacement de l'ancien monastère? Nous ne savons pas. Est-ce qu'il y avait une première église disposée peut-être plus proche de la vallée? Nous ne savons pas. Est-ce que cette église est venue se superposer avec l'autre? Nous ne savons pas. Donc cette force de nous ne savons pas, on va la transformer en énergie positive de recherche. On va donc travailler sur l'édifice et essayer de comprendre son volume. Celui-ci, 1180-1230, le chœur est composé de 2 travées. Maintenant, vous avez compris, hein, les 2 travées, c'est dans le sens comme ça, transversal. 1, 2, c'est facile à compter. Vous avez les piles qui naissent au sol et qui vous scandent les 2 espaces. 2 travées longues, sur un chevet plat, ouvert de 3 fenêtres. Jusque-là, on sait faire en 1180. C'est nouveau, mais on maîtrise. Et puis là, on veut encore plus de lumière. On veut ajouter encore à la magnificence du lieu. Et on crée les roses. Les premières roses utilisées dans l'espace religieux, vous les trouvez à Laon. Elles sont utilisées dans la réfection de l'édifice qui a été brûlé malencontreusement parce que l'évêque de Laon était un petit peu, comment dirais-je, mal vu par la population lanoise. Il s'est fait poursuivre, il s'est réfugié dans un tonneau, on l'a expédié, il est mort malheureusement. Bon, mais l'église a été un petit peu détruite à ce moment-là et on l'a reconstruite à partir de 1140. 1140 et on utilise pour la première fois en 1140 un nouveau décor. On va dire, si Dieu est lumière, sa maison doit accueillir la lumière. Et la rose est un espace qui est dangereux pour un architecte. On élimine le mur, on le supprime, et donc on magnifie l'espace vide. Et cet espace vide qui nous manque parfois dans l'espace roman, il va se développer à partir de 1140, toute une série d'expériences, souvent parisiennes. Ce sont les Parisiens qui vont développer, pensez à Notre-Dame de Paris, avec des grandes roses très larges, Saint-Victor et Saint-Denis, bien sûr. Eh oui, j'allais oublier Saint-Denis. Et là, vous avez une expérience qui va bénéficier à Preuilly. Et donc, en cours de chantier, on va rajouter quelque chose qui n'avait pas été prévu. On avait 3 fenêtres en bas, probablement un petit oculus ridicule,
d'envisager, histoire de magnifier quand même la chose, mais pas quelque chose de 8 mètres de diamètre. Et forcément, eh ben, ça implique une réaction dans la maçonnerie. Ce qui avait été prévu initialement était fait pour 3 ouvertures simples. Il n'y avait pas de contrefort à l'extérieur. Quand on édifie en 1180 le chœur, on le démarre avec ce que l'on appelle des murs lisses. Pas de croissance qui viennent renforcer. Et quand on commence à constituer la rose, eh bien on s'aperçoit très probablement que ça ne va pas tenir. Dites, monsieur le cistercien, on pourrait envisager de construire quelque chose, et là, de part et d'autre, on va créer des contreforts. Comment je le sais? J'y étais? Non. J'observe, j'analyse, c'est l'archéologie du bâti. J'observe tous les assemblages de ces maçonneries. Les contreforts sont légèrement décalés. Il y a ce que l'on appelle des trous de boulin, c'est-à-dire des pièces. Trous de boulin, c'est ça. C'est pas un trou pour accueillir des ruches, hein. C'est juste un morceau de bois qui permettait de poser des planches et de faire l'échafaudage. Au fur et à mesure que le mur monte, on crée ces trous qui, bien sûr, n'étaient pas visibles une fois que l'édifice était terminé. Parce qu'une grande partie de ces maçonneries était entièrement enduit de chaux, de la belle chaux blanche. Vous imaginez le cadre d'un seul coup? Tout ça blanc avec simplement quelques lignes d'architecture qui se développent et la lumière qui pénètre. La lumière qui pénètre chez les cisterciens, elle n'est pas colorée. Elle est blanche. C'est un verre transparent sur lequel on a dessiné à la grisaille, c'est-à-dire avec de l'argent. On a, avec un pinceau fin, voire quelques poils, fait des traits et ensuite cuit l'ensemble. Et on assemble le tout avec du métal, du plomb, renforcé de barres de fer. Donc l'architecture ici, c'est un lieu d'innovation. Innovation technique sur les pierres, les matériaux, les techniques d'assemblage, la façon d'ouvrir un mur, mais également d'y intégrer de nouveaux éléments de chaînage. Le métal, le fer qui va venir renforcer l'ensemble de la chose. Tout ça est terre d'innovation et l'Église, bien sûr, en bénéficie. Plus loin, eh bien, ça va être dur de faire des gestes de type sémaphore pour vous expliquer tout ça. Je crois que le mieux, ce sera de vous immerger dans ces ruines. Ça sera pour plus tard, on verra bien sûr comment on pourra faire. Mais imaginez simplement vous rentrer dans le lieu et d'un seul coup, par magie technologique, vous allez découvrir ce qui manque. Vous vous baladez à un endroit et vous découvrez comment ces arcades se posent. Techniquement, nous sommes capables de faire ça. Et le gros avantage, c'est que vous gardez l'intégrité de ce qui est le patrimoine. Ce qui est vrai est devant vous. Ce qui est valeur ajoutée de la recherche est avec vous. Ça, c'est un document que l'on est en train d'envisager pour la suite. Mais j'en dévoile pas plus parce que toute bonne surprise, c'est pas celle que l'on annonce, c'est celle que l'on fait. Donc là, pour l'heure, ici, un petit détail technique. Vous avez vu quelques échafaudages, c'est la partie la plus haute en élévation. Le chœur fait 18 mètres de haut à l'heure actuelle. La partie ici avec tourelle 22 mètres 10 et la partie d'Oculu, la fameuse rose, 6 mètres de diamètre sur la partie de transept. Ça forme comme une croix en plan. Le chœur, le transept, au milieu la croisée, la nef et le transept. On ne va pas y passer tout le temps, mais il faut y insister. Amenez, venez avec nous. Avec 3 ouvertures récentes avec des vitraux, c'est une chapelle qui a été créée dans un emplacement, c'est une chapelle consacrée. Elle est intéressante, elle a aussi permis de maintenir en état cette partie en élévation puisqu'elle a été entretenue. Et donc, si vous regardez les murs, vous allez voir des ouvertures très différentes. Une grande large là. Venez par là, soyez pas timides. Ça, c'est bon. Plusieurs. Et ils vont faire les chants, les cantiques, qui doivent résonner toute la journée. Et on fait une histoire de relais. Et donc, dès le réveil, le dortoir est disposé derrière. Au-dessous du dortoir, on a la salle du chapitre, salle capitulaire. On a probablement la sacristie, aussi des vêtements sacerdotaux. Tout ça est disposé quelque part dedans. Et au-delà, eh bien, on avait les autres bâtiments. Regardons ce mur. Une ouverture qui est donc aveugle. Je viens de vous en raconter quelques morceaux.
Les ouvertures ici, elles recoupent un mur qui probablement était aveugle. Qui desservait les différentes chapelles. Entre elles, vous aviez le chœur liturgique principal et une chapelle, une deuxième chapelle. Et par ici, on rentrait dans la troisième chapelle. Ici, la fenêtre qui est derrière moi est venue casser celle-là. Et là, c'est un en-feu ou un lavabo qui était disposé en même temps qu'il y avait un hôtel. À cet emplacement-là, vous aviez le lavabo ou piscine liturgique qui venait compléter. Sur chacun de ces murs, il y avait une piscine liturgique. Donc je vais revenir vers vous et vous allez maintenant découvrir deux autres, une dans le chœur et une dans une autre chapelle côté sud, de l'autre côté. Il y avait un en-feu en arc brisé, chanfreiné, avec deux petites colonnes octogonales avec chapiteaux. Et si votre œil de lynx d'archéologue s'exerce, eh bien vous verrez que c'est quelque chose qui a été rajouté au programme. Initialement, le mur comportait peut-être une liturgie antérieure, là, mais en tous les cas, tout ça a été rajouté, probablement au XIVe siècle. On a des mentions de travaux, et c'est là où les sources écrites viennent compléter. 1316, 1322, un certain nombre de travaux sont payés, dont notamment cette partie-ci, et probablement le maître-autel qui était disposé le long. Ce maître-autel, ainsi que cet en-feu, enfin cette partie liturgique, ont été longtemps protégés. Au XVIIIe siècle, on y a ajouté, sur tous ces murs, une boiserie qui venait cacher peut-être la misère, mais en tous les cas, on en voit encore les traces d'accrochage, où, comme vous pouvez voir sur les colonnes, les limages qui ont permis d'insérer ces pièces de bois qui ont coûté très cher et qui apparaissent dans la comptabilité du XVIIIe siècle. Donc le maître-autel qui était là a été simplement englobé dans ces maçonneries, dans ces boiseries, et on a rehaussé une partie des fenêtres de part et d'autre pour permettre de la magnificence de ces boiseries, dont on connaît peu de choses. C'est aussi la disposition d'un... Comment on appelle ça? Hop, avec un escalier. Une chaise, merci. Merci, Valentine, bravo. Avec la description, c'est pas gagné. Donc, la chaire, et on sait qu'à l'opposé, a été disposée sur la première travée du chœur, de la nef, au centre, au-dessus du passage, un orgue magnifique, puisqu'on a toute une série de petites mentions, comme le son est merveilleux à Preuilly. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait donner du sens. Moi, je ne sais pas, je suis qu'une boîte à idées, mais de temps en temps, un petit concert ici aurait un charme particulièrement intéressant et permettrait peut-être de développer la meilleure connaissance et le rayonnement de cet ensemble. Je ne veux pas monopoliser plus. Si vous avez des questions, on va peut-être se repartir tranquillement par là, voir le cloître et la partie de salle de chapitre. Et Yves a déjà une question.
PIAT dont on parle peu, mais vous en parlez. Il y a non seulement les éoliennes, puis il y a aussi le réseau Bien sûr. Oui, bien sûr. des pylônes et tout ça. Si on a une idée du tracé de ça, non pas encore, évidemment, c'est pas... Ah si, on a une idée. Hein.